Merci, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être là ce matin pour le point de presse que j'ai décidé d'animer ce matin. Je voudrais commencer par présenter mes excuses aux uns et aux autres, tant les avis sont partagés sur ma prise de parole ce matin. Certains estiment que je ne devrais pas répondre au vice-président de la République. D'autres, au contraire, soutiennent que je dois une explication tant les accusations du vice-président sont graves et doivent être dissipées. J'aurais bien voulu répondre par le silence, mais il me semble que la situation exige une réponse explicite. Mon propos portera donc en premier lieu sur les déclarations et le déroulement du scrutin. Ensuite, il se terminera par quelques considérations générales. Au sujet des déclarations du vice-président Séraphin Mounouga. Les déclarations du vice-président de la République sur les élections qui viennent de se tenir et les leçons de civisme qu'il me donne m'ont d'abord amené à relire attentivement le texte que j'ai publié. Je savais que j'avais fait des constats à caractère général sur 4 volets, à savoir les protestations de la plupart des partis relatives à la composition des bureaux de vote. Ensuite, l'absence de représentation en qualité de scrutateur de tous les partis politiques. En point 3, la transhumance outrancière des électeurs. Enfin, en 4, l'absence de sincérité des listes électorales encore surchargées de personnes décédées. J'aurais dû ajouter l'usage excessif des procurations. J'ai cherché, dans ces 4 points que j'ai évoqués, les incitations à la haine et à la violence qu'il a relevées, et ne les trouvant pas, j'en ai déduit que nous ne parlions pas du même texte. Je n'ai en effet formulé aucune attaque personnelle dans ce texte, ni fait mention d'aucun fait qui ne soit avéré. Je me suis abstenu de citer quelque lieu que ce soit, ou bien tout cas particulier. Pourtant, je pouvais citer un cas pour lequel, dans la soirée électorale, j'avais attiré l'attention du ministre de l'Intérieur sur une situation critique dans un village. J'observe d'ailleurs que depuis lors, nombre de formations politiques font les mêmes observations que moi, y compris l'autorité de contrôle des élections et du référendum. Je crois que le vice-président de la République a fait sa publication lundi. Nous sommes vendredi. Il a eu le temps de se rendre compte de son erreur et éventuellement de s'amender. Parce que ça arrive à nous tous de se tromper. On dit que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Sur ces 4 points, ce sont ces 4 points si semblables aux causes qui avaient entraîné l'irruption des militaires dans le processus électoral en 2023, et ces points étaient généraux et impersonnels. Donc sur le premier point, l'Alliance patriotique, un parti tribal. L'Alliance patriotique a présenté des candidats aux élections législatives et locales dans 6 provinces, à savoir dans l'Estuaire, dans l'Ogoué, dans la Nyanga, dans l'Ogoué Vindo, dans l'Ogoué Lolo, dans l'Ogoué Maritime et dans le Wellington. Soit un total de 20 candidats aux législatives et 16 aux locales. Ce nombre aurait pu être plus élevé, mais certains de nos candidats ont été étrangement recalés. Je ne reviendrai pas sur ça. Je dois préciser
que je me suis rendu le 18 septembre à La Sourville. Je suis allé ensuite le 20 septembre à Port-Gentil, le 22 à Bitam, le 23 à Mindik et à Medoun, et le 26 à Mibou, après avoir participé à un meeting de clôture à Oyen. J'imagine que lorsque je me rends à La Sourville, à Port-Gentil, j'aurais pu aller également à Makoukou, mais la route ne me permettait pas de faire la distance dans un temps aussi court, comme j'aurais pu aller à Tchibanga. Je laisse donc chacun juge des conclusions à tirer de ces explications. On peut dire au choix que le vice-président s'est trompé dans la prise d'information sur la participation de l'Alliance patriotique à ce scrutin. Il peut s'être trompé. Ou bien qu'il a délibérément voulu confiner l'Alliance patriotique à une dimension tribale. Dans le premier cas, il s'agirait d'une erreur due à la faiblesse de son service de communication, signe d'une légèreté regrettable, sur un point aussi important, alors que dans le second cas, nous serions en face d'un pitoyable mensonge. Ce que je retiens de cette sortie du vice-président de la République, le Dr Séraphin Mundunga, c'est qu'elle est à son image superficielle, opportuniste, dans cette logique vénale qui est faite pour plaire aux détenteurs du pouvoir sur un sujet qu'il a, comme à son habitude, mal compris et mal maîtrisé. Manifestement obsédé par la célébrité, victime du complexe d'Aérostat, il n'a jamais pu s'obliger, un être humain s'oblige. Il n'a jamais pu le faire, se retenir. Après avoir été appelé à une haute fonction de l'État, on l'aurait cru assagi, mais c'était sans compter sur son naturel, qui est bien vite revenu au galop. Depuis que je suis entré dans la vie publique, j'ai toujours composé mes cabinets dans le respect de la diversité nationale. Ministre de l'Agriculture, j'ai le plaisir de rappeler que mon directeur de cabinet s'appelait Patrick Mundunga. Et je ne pense pas qu'il était fan ni de Wellington. Ensuite, quand je suis parti Premier ministre, j'ai gardé le même Mundunga comme directeur adjoint de cabinet du Premier ministre. Et je ne fais pas mention des autres personnes. Sous la transition, mon directeur adjoint de cabinet, comme Premier ministre, directeur adjoint de cabinet, je pense qu'il est quelque part ici, M. Mabika, qui était d'ailleurs candidat à Tchibanga. Des accusations de tribalisme portées par le vice-président de la République sont tout simplement nauséabondes. Et le pays n'a pas besoin de ça. Le pays n'a surtout pas besoin de ça. De vouloir forcer quelque chose qui ailleurs a fait des dégâts. Et nous le savons tous. Il a eu le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se rendre compte de son erreur. Et de s'en demander, de dire, ça arrive, je me suis trompé, j'ai été mal informé. Il n'a pas voulu le faire. Ça veut dire qu'il campe sur une position qui est une accusation, malheureusement, qui démontre ce que vous-même vous voyez. En ce qui concerne l'appréciation du déroulement du scrutin, d'une façon générale, la préparation de ce scrutin et son déroulement ont été déplorables. Le président de la République lui-même, en premier lieu, dans un communiqué sur les antennes, lu sur les antennes de la télévision, avant le début des campagnes électorales, s'était clairement inquiété de cette impréparation et invité fermement les services compétents à corriger le tir. Manifestement, tel n'a pas été le cas. Ces instructions sont restées lettres mortes de la composition des bureaux de vote, au choix des scrutateurs, à la conduite de la journée électorale. Tout a porté atteinte à l'équité, à la transparence, à la crédibilité du processus électoral. Toutes choses que le communiqué du président voulait proscrire. En guise de programme, vous le savez, on a distribué ici et là des t-shirts qui étaient le résidu de la campagne du président de la République, comme si c'était le président qui était en campagne. Alors même que le président avait invité les uns et les autres à présenter des programmes de travail, ce que les uns et les autres envisageaient de faire. Ce qu'on a fait, c'est de présenter ces t-shirts
en disant ou vous nous votez ou bien vous êtes contre le président. Une drôle d'alternative. Partout sur l'ensemble du territoire, on a enregistré des protestations et même des débuts de scènes de violence dans la journée et le soir du 27 septembre. Ma publication, intervenue le lendemain, est présentée par le vice-président comme une incitation à la haine et à la violence. Comme si les électeurs et les électrices, à son avis 2%, et Dieu seul sait comment il a établi ce pourcentage, comme si ces électeurs et ces électrices m'avaient attendu pour constater l'immensité des désordres électoraux et renverser ou casser des urnes. Soit dit en passant, même à Moabi, il semble qu'il y ait eu quelques problèmes. Le texte que j'ai publié est républicain. C'est celui d'une personne de première ligne en juillet-août 2023. C'est pour ça que j'ai mis toutes les décorations qu'on m'a données à ce sujet. C'est pour ça que je les ai mises. J'étais en première ligne en juillet-août 2023 et j'étais décidé à obtenir le changement, que je n'ai pas hésité à me retirer sans la moindre contrepartie pour mes dépenses au titre de la campagne et de la pré-campagne, alors même que celui qui se monte au col désormais se prélassait je ne sais où dans le monde, et d'ailleurs avec quel argent. Oui, vous m'avez vu sur le terrain, vous m'avez vu pousser des coups de gueule, affronter la rue, affronter les distances, parcourir le pays tout entier pour mener campagne. Et c'était pas facile. Alors que M. Ali Bongo lui-même commandait le pays. Mais lui, pendant ce temps, où était-il? Il se la coulait douce. Moi aussi, vous pensez que je ne pouvais pas aller ailleurs, me payer un billet et aller me cacher quelque part avec ma famille? Et pourtant, je suis resté à mes risques et périls. Pour paraphraser une tournée de style cornélienne, n'ai-je donc pris tant de risques, consenti tant de sacrifices que pour revenir à ça? Et tous les autres Gabonais engagés dans la lutte pour le changement ne l'ont-ils fait que pour revenir à ce triste scénario? Mon texte est républicain et conforme à mon idée de la rectitude citoyenne. Il interpelle le président que nous venons d'élire pour qu'il ne s'accommode pas d'une forfaiture qui ternirait nécessairement son septennat, altérerait le prestige d'une opération jusque-là montrée en exemple et finalement le mettrait en porte-à-faux avec ses explications sur son intervention et celle de ses compagnons d'armes du CTRI. La fraude électorale, inacceptable hier, le serait-elle devenue aujourd'hui? Ma réponse est claire. Ma réponse est non. Elle n'est pas devenue acceptable. Le dire que la fraude n'est pas acceptable, ce n'est pas s'inscrire dans l'opposition. C'est rester loyal envers les principes et les valeurs au nom desquels, hier, on a battu le pavé, parcouru le pays pour inviter les uns et les autres à soutenir et œuvrer pour le changement. Mais la notion de loyauté ne fait pas partie du référentiel moral de tous. Je ne fais pas partie des lâcheurs, de ceux qui encensent leur chef pour le pousser à la faute, sans être prêts à en assumer les conséquences. Et c'est bien ce à quoi on assiste à l'heure actuelle. On dit oui, monsieur le président, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Ma publication est un appel républicain à conserver l'essentiel et ce que le pays tout entier, je dis bien le pays tout entier, a voulu faire au cours des 2 dernières années, à savoir prendre son destin en main, affronter ses erreurs et les corriger sans attendre que quelqu'un ne vienne de l'extérieur pour nous dicter ce que nous devons faire. Il s'agit bien de défendre un bien collectif, le vivre ensemble et la paix qui suppose respect mutuel et honnêteté. Je ferai maintenant quelques considérations générales sur cette élection. On ne peut pas se satisfaire d'une solution partielle, d'une reconnaissance des conséquences de fraude qui disqualifie les victimes et confirme les fraudeurs dans leurs acquis. Continuer ce processus électoral, c'est donner une prime à la fraude. En 2023, on n'a pas annulé une partie du scrutin. On a annulé son entièreté pour le reprendre plus tard en avril 2025. Et nous avons eu une bonne élection présidentielle sans palabre en avril
2025. Le processus électoral a connu une sortie de route. C'est un constat regrettable. C'est pourquoi, de mon point de vue, le président de la République sortira grandi de cette situation, non seulement en annulant ces élections, mais surtout en diligentant des enquêtes pour identifier et punir ceux qui finalement se sont constitués en association de malfaiteurs pour de nouveau tirer le pays vers les abîmes. J'ai soutenu le président pendant la transition et il a toujours mon soutien. Je tiens à le dire clairement. Mais je suis aussi partisan de ce que les principes et les valeurs restent notre guide. Mon soutien n'a pas pour corollaire la cécité. Il impose au contraire une obligation de vérité et de sincérité. Il faut donc revenir au texte du communiqué du président de la République avant le scrutin et à l'affirmation claire des principes et des valeurs qu'on y trouve, à savoir la volonté d'équité du processus électoral, la transparence, la rigueur et le respect des règles démocratiques, l'impartialité et la crédibilité de notre démocratie, le déroulement du scrutin dans des conditions de régularité et d'intégrité. J'appelle donc sans équivoque à la reprise de l'intégralité du scrutin après avoir corrigé l'ensemble des manquements observés et puni conformément à la loi les responsables de décès dérapage. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une injonction que je donne au président de la République, mais c'est un avis objectif. J'ai toujours agi avec objectivité et pas une fois, pendant les 20 mois de transition, je ne lui ai donné un conseil qui me profitait et qui posait des problèmes à la collectivité. Je me suis toujours inscrit dans une logique qui respecte l'intérêt général. Et l'intérêt général commande, dans la situation actuelle, que le président, au lieu d'écouter les sirènes de ceux qui disent oui, mais si on ne peut pas, etc., que le président se retire. Il ne perd rien à ce que l'élection soit reprise. Je vous remercie.